Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravi de vous accueillir pour ce webinaire d'Ophipierre. Merci encore pour votre participation. Il nous a effectivement semblé utile de faire un point sur cette année 2020, année atypique à bien des égards, et puis essayer de se projeter, d'en tirer des enseignements pour l'année 2021, et puis le monde d'après la Covid-19, où on commence à y voir un peu plus clair avec quelques lueurs d'espoir, et notamment du fait des vaccins. Et à ce titre, je suis ravi d'accueillir Nicolas Verdillon. Nicolas, bonjour. Bonjour Aymeric, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre. Nicolas Verdillon coordonne et dirige toutes les activités investissements immobiliers au sein de CBRE France. Et à ce titre, va nous apporter son éclairage sur le marché immobilier en mettant en avant certaines perspectives pour cette année 2021 qui s'annonce intéressante. Je reprendrai ensuite la parole pour conclure et puis remettre certains éléments en perspective par rapport à ce que Nicolas aura pu mentionner, et notamment par rapport à notre expérience du contexte actuel au sein d'Ophipierre. Donc Nicolas, avant que tu commences, je voudrais te poser 4 questions qui me semblent intéressantes auxquelles tu pourras répondre au fil de ta présentation. Ma première question, c'est 2020, je l'ai mentionné, année atypique. Donc, que pouvons-nous retenir par rapport au marché immobilier 2020 ? La deuxième question, c'est l'immobilier en tant que classe d'actifs. Est-ce une classe d'actifs toujours intéressante, toujours attractive dans ce contexte particulier ? Enfin, ou ensuite plutôt, on parle beaucoup du télétravail. Donc le télétravail avec son impact sur les usages. Donc quels sont les impacts que l'on peut mesurer aujourd'hui ? Et enfin, quelles sont pour l'année 2021 et après les tendances de fond que nous pouvons déjà observer ? Donc Nicolas, je te laisse la parole. Merci Aymeric. En tout cas, et puis également merci Ophipierre de me donner l'occasion de partager avec vous les visions et les analyses de CBRE. J'ai bien noté tes 4 questions. Ce que je me propose de faire, c'est peut-être pas d'y répondre une par une, mais plutôt les intégrer dans une analyse et une vision un peu plus générale pour que ça soit un peu plus fluide pour nos auditeurs, que je remercie d'avance. Alors, je propose d'articuler en 2 parties mon propos. Un, pas très original, le marché locatif, et on va l'arrêter essentiellement sur Paris, et puis après, de manière un peu plus générale, le marché immobilier de l'investissement, que je remettrai d'abord dans un contexte très européen. Voilà, alors, la partie marché locatif. Tout le monde évoque en ce moment, évidemment, le Covid-19, et à situation inédite. Qu'est-ce qu'on voit sur ce graphique ? On voit donc une baisse inédite des volumes commercialisés, c'est-à-dire des nombres de mètres carrés pris en location sur l'ensemble des marchés bureaux Paris, région parisienne. On est à, comme vous voyez, moins 45% sur un an. Alors, il y a eu un certain nombre d'effets accélérateurs. Bien évidemment, on l'a un peu oublié, mais les gilets jaunes, il y a quelques mois, les grèves liées à la réforme des retraites. On a eu également, en plus de cela, bien évidemment, la Covid-19. Et puis, au bout du bout, on a eu tout un arrêt d'un pan de l'économie qui était ceux des coworkers. On y reviendra tout à l'heure, du coworking, où les coworkers représentaient chaque année, depuis 2018, entre 30 et 50% des volumes pris à bail sur le marché parisien. Donc ça, c'est des éléments un peu essentiels. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir comment s'est articulée ces prises à bail sur le marché parisien. Ce graphique vous donne un petit peu les segments, la segmentation entre de 0 à 1000, 1000 à 5000 et plus de 5000 m². Il y a eu une bonne résistance, une bonne résilience, en tout cas plus favorable, sur toute la segmentation inférieure à 5000 m². Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on s'aperçoit que cette chute, c'est vraiment une chute là, on est à plus de 50% de baisse sur les opérations traitées de plus de 5000 m². Alors, un autre chiffre, en 2019, le nombre de transactions de plus de 5000 m², c'était 75 transactions. En 2020, 21 transactions. Et en plus, dans ces 21 transactions, vous en aviez déjà un paquet qui avait été initié en 2019. Donc on voit bien la chute importante. Alors, pourquoi ?
bien évidemment, il y a eu un certain nombre de choses qui ont été liées au coworking. On disait tout à l'heure, coworker ont baissé, bah oui, ça survitaminait le marché. Et puis, je ne vais pas dire que c'est la tarte à la crème, mais surtout la question non résolue encore, sur le télétravail. Alors, le télétravail, c'est un jour... Aujourd'hui, on n'est pas là pour disserter du sujet du télétravail, bien évidemment, mais au passage, même si ne rien faire, ce n'est pas une option, en tout cas, il y a une chose de sûre, le point positif, c'est que le télétravail, par rapport à tous ces volumes, il va, susciter de grands mouvements. Forcément, on va s'adapter, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la question posée sur la taille des surfaces. Je vais dire que là, c'est encore un petit peu trop tôt pour en tirer des conclusions. Cela étant, il n'y a pas une réflexion immobilière, une réflexion de déménagement en ce moment, qui ne prenne pas en compte cette question du télétravail. Alors, c'est pas pour autant que on va, comme le rapporte ce slide que vous voyez en ce moment sur vos yeux, c'est pas aussi simple que 2 jours de télétravail, et hop, c'est 40% de moins en superficie. Heureusement d'ailleurs, le spectre de la réponse à cette question est extrêmement large. Dans une entreprise très organisée, où on va dire, on met à peu près, on pourrait imaginer une baisse de 10% des surfaces, s'il y a un petit peu de télétravail. Maintenant, vous avez des entreprises qui s'interpellent, qui s'interrogent en disant, et pourquoi pas faire en sorte que le siège de l'entreprise ne soit plus qu'une vitrine, quelque chose une sorte de flagship, ou alors uniquement un lieu de rencontre, un lieu de lien, de collaborativité, de créativité entre les collaborateurs. Donc là, les réponses, tout un tas sont en train de venir, mais c'est encore un spectre assez large. Ceci étant, on ne s'attend pas, nous, chez CBRE, à avoir une chute réelle des surfaces. Alors, bien évidemment, cette baisse des prises à bail, plus ces questionnements sur le télétravail, entre autres, plus l'environnement économique extrêmement concret, ont comme conséquence, comme vous le voyez, une augmentation des stocks disponibles. Là, vous avez en face de vous les stocks de bureaux Paris Région Parisienne immédiatement disponibles. Ils ont augmenté d'1 million de mètres carrés entre décembre 2019 et décembre 2020. On est passé de 2,7 millions à 3,680 et des poussières. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on voit bien, là vous avez en vert, l'évolution du pourcentage, du ratio d'opérations neuves ou restructurées dans ce stock immédiat. On voit bien qu'il augmente. Ça sont les chiffres, mais vous avez aussi 1 million de mètres carrés immédiatement, inclus dans les 3,6 millions, immédiatement disponibles, qui sont des opérations neuves. Le point important à garder également dans cet histogramme, c'est, vous vous posez la question de se dire, ok, Verdillon, il parle sur l'immédiat, mais quid de après-demain, quid dans l'année qui vient? Là, le stock n'a pas énormément bougé. Il est plutôt stable, 1,3 million, 1,4 million. Et pourquoi aussi? Parce qu'il n'y a pas énormément, beaucoup de chantiers, beaucoup de lancements de nouvelles opérations ont été arrêtés en 2021. Je rajouterai juste une chose sur cette partie stock, qui est de dire, attention, ces stocks prennent en compte toute la partie sous-location. De nombreux locataires souhaitent maintenant sous-louer, bien évidemment, pour différentes questions de restrictions, sous-louer certaines de leurs parties de bureau, mais aussi, par contre, ce chiffre, cet histogramme, n'intègre pas toute la partie de surface de coworking. Vous avez actuellement sur le marché parisien environ 30 000 postes disponibles immédiatement pour faire du coworking. 30 000 postes, si vous mettez 10 mètres carrés par poste, ça vous fait à peu près 300 000 mètres carrés en plus à rajouter sur ce site. Mais ça n'enlève rien à la crédibilité et à la puissance de l'intérêt du coworking. Alors évidemment, les stocks qui augmentent, on a comme conséquence une augmentation évidemment des taux de vacances. Ils sont, comme disent les Anglais, self-explanatory, on voit bien ce que ça veut dire. Juste 2-3 points. Bon, on voit bien que dans le QCA, Paris Centre des Affaires, Paris Centre-Ouest, il a doublé. Et pour la petite histoire, il a doublé au 4e trimestre, il y a vraiment une accélération. Et sur les autres sites, on voit bien que sur la partie Île-de-France, on est toujours à un taux de vacances de l'ordre de 6%. Ça fait qu'entre Paris, Centre-Ouest et puis la partie Île-de-France, on est toujours assez contraint. On sait bien qu'à 6% et en dessous, le marché n'est pas très liquide. En revanche, on voit effectivement, et ça c'était attendu, en dehors de tout sujet Covid-19, qu'à la Défense, on est passé de un peu moins de 5% à 11% en ce début d'année, avec une partie ouest qui est également de l'ordre de 11%. Mais bon, tout ceci était attendu. Alors, quelle est la conséquence de ces taux de vacances sur les loyers? Bien écoutez,
Là, vous avez la carte des loyers sur l'année 2019 à fin 2020 par rapport au début 2020. Et vous avez en bleu quand on est à peu près à un loyer facial sensiblement stable, en vert quand il est supérieur au début 2020 et en orange quand il a baissé. Qu'est-ce qu'on voit? Finalement, les loyers ont été relativement stables. Il y a encore quelques poches d'augmentation sur les opérations, on va dire, super prime ou extra ordinaire, mais il y a de moins en moins de sociétés qui sont quand même capables de payer ces loyers de plus de 900 €. Maintenant, j'attirerai votre attention sur 2 points. Le premier, c'est que même si les loyers ont été relativement stables, bien évidemment, les mesures d'accompagnement ont augmenté par rapport à ces loyers faciaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la moyenne sur Paris-Île-de-France des incentives, des mesures d'accompagnement par rapport au loyer est de l'ordre de 20%, qui a un petit peu augmenté. Elle a définitivement beaucoup augmenté sur la défense, même s'il y a déjà une correction de prix à la baisse de l'ordre de 15 à 20% depuis l'été 2020. Et la défense, mettons à 30% pour se retrouver dans le Paris centre des affaires à un petit peu au-dessus de 10% à 12%. Mais on attend sur l'année prochaine, sur la fin de cette année, 2021, encore une certaine consolidation à la hausse de ces éléments. Donc, si on devait résumer les grands éléments de ce marché locatif, on s'aperçoit de quoi? Bon, effectivement, il y a une contrainte économique où les entreprises ont du mal à se projeter par rapport à par rapport au PIB, par rapport au carnet de commandes et également par rapport, on va dire, à la taille des effectifs, sans compter toutes les questions de télétravail. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, les loyers, finalement, ont assez bien résisté, mais il y a quand même des poches où on avait, on va dire, des taux de vacances qui augmentent fortement, type la première banlieue nord, la partie Grand Ouest ou la Défense, là évidemment, consolidation à la baisse des loyers. La première boucle sud ou l'Est parisien, où on a des taux de vacances très très faibles, là il y aura une meilleure résistance. Et puis, avec une demande locative qui sera quand même, comme je le disais, toujours quand même en contrainte sur l'année 2021, et qui surtout, mais je suis certain que Aymeric s'en exposera aussi tout à l'heure, c'est ce besoin de flexibilité, ce besoin d'adaptation, ce besoin on va dire, une sorte de désertification qui sont la conséquence également de cette partie pandémie que nous vivons maintenant depuis bientôt 1 an. Voilà de manière globale la partie locative. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'avoir un snapshot, une synthèse assez rapide sur, et dans tout cela, comment s'est comporté le marché de l'investissement. Alors, dans un premier temps, pour traiter du marché de l'investissement, ce que je vous propose, c'est d'avoir une rapide vision sur le marché européen. Je pense qu'il faut le mettre en perspective. 2-3 chiffres. Le premier, c'est le marché européen a vu le volume, toutes classes d'actifs confondues, de l'ordre de 276 milliards d'euros investis en 2020. C'est quand même pas mal. C'est une baisse de 17% par rapport à 2019 où c'était 330 milliards. Donc le marché européen a bien résisté, il a été assez résilient, d'ailleurs mieux que la France, on le verra tout à l'heure. Et pourquoi? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est quelques pays ont très bien résisté, type l'Allemagne. L'Allemagne, on peut dire qu'ils avaient des contingences techniques sanitaires qui étaient moins contraignantes, peut-être. Ceci étant, le marché allemand a baissé de 5% simplement. Les marchés scandinaves, par contre, eux, ils ont fait le même volume 2019 que 2020. Et puis la Grande-Bretagne, elle a baissé de 22%, ce qui, somme toute, est assez raisonnable. Enfin, en même temps, il faut quand même remettre tout cela en perspective. Ils avaient déjà bien descendu petit à petit, gentiment, depuis juin 2016 avec le Brexit. Alors, ça, c'est pour comment les pays ont réagi. Mais ce qui nous semble le plus important et le plus intéressant à souligner là-dedans, c'est aussi cette répartition des classes d'actifs dans les investissements. Pourquoi je dis cela? C'est parce qu'en Europe, le bureau représente en moyenne, depuis 10 ans, par rapport à l'ensemble de l'investissement, entre 40 et 45%, 44% exactement. Okay. Alors qu'en France, de combien ce chiffre est-il? Quasiment 70%. C'est-à-dire que la moyenne du ratio représentatif du bureau dans l'ensemble des investissements sur le marché français depuis 10 ans, c'est 66%. Donc on voit bien cette sorte d'appel d'air vers le bas, par la classe bureau, investissement, sur le marché français, parce que la représentativité est plus importante. Ça, c'est le deuxième élément. Le troisième et dernier élément qu'on peut analyser, c'est cette diversification sur le marché européen, où on a vu que le résidentiel, à l'instar de l'hôtellerie qui a fait moins 70%, le résidentiel, lui, il a augmenté de 5%. Voilà ce que je voulais juste mettre rapidement en perspective avec un dernier point qui sont quid des prix en Europe. Là, vous avez un graphique, vous avez les tendances
hein. Sur votre gauche, les tendances d'évolution des taux prime sur les capitales européennes. On voit bien qu'ils sont stables, voire même ont continué à se consolider à baisse. Dernière transaction, toute récente, Zurich est passé à moins de 2%. Le marché suisse est à 1,8%. Bon, c'est un marché très, très fermé, dont acte. Le marché, par exemple, allemand est à 2,5%. Donc la France à 2,75%, c'est pas si mal. Et le marché italien, à Milan, tout au début de l'année, est passé sous la barre des 3%, comme Dublin qui est passé sous la barre des 4%. Donc on voit bien qu'il y a une continuité dans la pression un peu partout dans ces capitales européennes. Alors, maintenant, concentrons-nous sur la France, si vous êtes d'accord. On disait tout à l'heure que le résidentiel avait bien fonctionné en Europe, même chose en France. Là, vous avez devant vous l'histogramme des volumes investis en résidentiel, en résidence-service gérée, en co-living. Et on s'aperçoit de quoi? Que la moyenne des 3 dernières années était 3,6 milliards, 3,7 milliards. Et cette année, 2020, on est à un peu plus de 5 milliards. 5 milliards exactement. Donc on voit bien cette augmentation très importante. J'entends déjà certaines personnes qui disent oui, mais c'est parce que CDC Habitat s'est positionné sur quelques centaines, milliers de lots d'appartements et de construction d'un certain nombre de promoteurs, dont acte, c'est vrai. Mais si ça n'avait pas été CDC Habitat, je peux vous dire qu'à la fin de l'année 2020, il y avait un certain nombre d'investisseurs institutionnels étrangers qui auraient bien été contents de trouver ça également sous le sapin de Noël. Donc ça veut dire qu'on voit vraiment cette première diversification sur le résidentiel qui a participé également à soutenir le marché français. Qu'est-ce qui a soutenu également le marché français qui quand même a baissé de 32%, hein, hors résidentiel? Bon, bien évidemment, la pression des investisseurs à acquérir. Le premier trimestre, on ne va pas refaire toute l'histoire, mais le premier trimestre 2020 qui avait été extraordinaire. Hein, le marché de bureaux, c'était 71% de plus d'investis en premier trimestre 2020 par rapport à l'année précédente, même période. Et puis j'allais faire un petit clin d'œil par rapport au retail bashing, hein, où c'est quand même fort de café, mais tout le monde décrit le retail et on s'aperçoit que le volume retail n'a baissé que de 8%. Bon, on connaît les raisons quand même, parce qu'il y a eu des gros volumes sur des centres commerciaux, sur des prises de participation, dont acte. Et puis aussi, il y a un élément qui a permis au marché français, même s'il est moins performant, en tout cas dans ses volumes, que le marché européen, c'est surtout les gros volumes. Les gros volumes, plus de 200 millions finalement, ont encore et pas si mal marché. Et puis aussi, bien évidemment, en diversification, on a parlé du résidentiel, mais également la partie logistique industrielle, qui est toujours à plus de 4 milliards d'euros. Je rappelle qu'il y a encore 6-7 ans, on n'était même pas à 2 milliards d'euros. On voit bien que toute cette diversification est importante. Et justement, ça m'intéressait de partager avec vous une petite enquête que nous faisons chaque année, à la fin de chaque année, pour voir un peu quels sont les souhaits, les desiderata, les directions que veulent prendre les investisseurs sur l'année suivante. Et je ne vais pas ramener tous les résultats de l'enquête, mais là, vous avez devant vous, suite à la question, quels sont les objectifs que vous allez privilégier sur l'année 2021 ? Hein. Et ce qui est intéressant, c'est que globalement, on parle de diversification, eh bien, le critère numéro 1 dans les priorités, ça va bien évidemment être une sorte d'attention particulière portée aux entreprises, de par la fragilité de certaines. Hein. Bon, on sait bien que même si les plans garantis par l'État, ce n'est pas toujours très évident, mais surtout l'ensemble des investisseurs commencent à se concentrer et ont un objectif de porter une attention toute particulière sur deux choses. Un, tous les sujets démographiques. Et qui dit démographie dit résidentiel, dit résidence-service géré, dit santé, dit co-living. Donc on voit bien ce sous-jacent lié au résidentiel. Et puis deux, tout ce qui est lié à la technologie moyen-long terme. Qu'est-ce qu'on a derrière la technologie moyen-long terme? Bien évidemment la data, avec en conséquence derrière tout ce qui est data center. On voit bien qu'il y a un certain nombre d'investisseurs qui se positionnent déjà là-dessus. Et puis aussi, le digital, la technologie, c'est le e-commerce. Et le e-commerce, comme on dit, hein, on a la boutique dans son téléphone. Ça veut dire derrière, il faut de l'entreposage, il faut du warehouse. Et puis en troisième, parce que je trouve que c'est très important, et je crois aussi que vous, chez Offipier, c'est quelque chose de très important, c'est le troisième critère des investisseurs, c'est tout ce qui est lié à la transition énergétique, hein, à l'ESG. Donc ça, c'est les trois éléments qui sont sur le podium. Alors, ça n'a pas, empêché la France de perdre un peu de son aura dans ses volumes investis. Hein. On était, l'année dernière, en 2019, nous étions la France 3e pays en volume. Maintenant, nous sommes passés au 4e pays. Pourquoi? Parce que l'Allemagne est toujours à un peu plus de 70 milliards d'euros. La Grande-Bretagne a un peu plus de 40 milliards. Et puis les pays nordiques, un peu plus de 40 milliards. Et la France, elle, avec 33 milliards, évidemment, elle se retrouve au 4e plan. Mais,
Paris reste toujours la capitale européenne, la ville où les investisseurs cherchent à se positionner, où il a le plus gros volume d'investissement réalisé. 20 milliards d'euros à Paris. Londres, c'est 15 milliards. Berlin, 10 milliards. Donc, j'allais dire quand même cocorico. Il y a toujours du French loving. Alors, qui sont ces investisseurs? Bon. Bien évidemment, compte tenu des contingences techniques des confinements, on se retrouve avec la France qui a augmenté, qui a pris la place d'un certain nombre d'investisseurs, notamment les Asiatiques. Maintenant, elles ont augmenté un peu plus de 12%, c'est essentiellement des SCPI, des compagnies d'assurance. Autrement, nous avons la partie américaine, nord-américaine, US et Canada, où aussi on continue d'augmenter, sont plus 12% dans les proportions, j'entends, avec grâce également notamment sur la logistique et l'industriel, ou aussi sur le résidentiel. Nombreux investisseurs nord-américains se positionnent maintenant sur le résidentiel. Les Allemands ont doublé leur proportion d'investissement en France par rapport aux années précédentes. Pourquoi? Parce que c'est sécurisé, parce qu'ils cherchent dans Paris intramuros et que chez eux, on le disait tout à l'heure, quand même les taux sont relativement contraints. Les fonds anglo-saxons également continuent de prendre position de manière plus importante. Et puis, il y a une classe d'acquéreurs, une classe d'equity qui, eux, ont disparu pour des questions qu'on comprend parfaitement. On ne peut plus voyager, c'est l'Asie. Ça ne veut pas dire que l'Asie veut pas revenir. Ils piétinent pour replacer de l'equity, du capital sur les marchés européens. Alors sur la France, je ne pense pas qu'on reverra les Coréens tout de suite sur la défense. Par contre, ils piétinent pour s'investir dans la logistique en France. Ce sont les futurs concurrents des Nord-Amérique ou d'autres investisseurs sur cette classe d'actifs. Et puis, par exemple, sur la France, tous les fonds singapouriens pour la partie un peu plus bureau. Voilà, de manière globale, les types de sources d'equity. Maintenant, avant de terminer sur une partie prospective, je voudrais juste que nous arrêtions, si vous permettez, sur un peu d'histoire, non pas très loin, mais juste l'année dernière, sur comment s'est structurée l'année 2020. On a eu ce premier trimestre, qui était extraordinaire, comme je disais, un lockdown, et puis après, derrière, quelques corrections de prix, et puis finalement, tout est reparti, les vacances étaient là, il y avait le challenge de s'en sortir. Il y avait une sorte de, pas dire d'euphorie, mais on s'interrogeait, mais on disait, bon, allez, en septembre, ça ira mieux, et puis, comme une sorte de, je ne vais pas dire même pas mal, mais en tout cas, tout ceci était en train de d'atterrir en douceur. Mais tout ça, ça a été balayé par la fin de l'été, balayé par le deuxième confinement au mois de novembre. Et là, on a vraiment eu une sorte de, un coup de tonnerre, un coup de canon, où l'ensemble de l'économie réelle a rattrapé cette économie purement financière, avec la conséquence qui est de quoi? 3 vitesses maintenant dans le marché d'investissement. On va dire toutes ces dans ce environnement risque averse, donc du risque, bien évidemment, de l'equity qui cherche à se positionner sur l'immobilier pour son caractère défensif. On y reviendra tout à l'heure. Et donc, des investisseurs qui, dans l'environnement risque averse, on ne sait pas trop si le verre est à moitié plein ou à moitié vide. J'entends par là des locataires, quelle est leur solidité, le loyer dans quelle direction il va, la pression locative où est-ce qu'elle va, est-ce que ce locataire va rester, etc. Vous avez des investisseurs qui disent « je passe mon tour, je veux rien faire ». Ou d'autres qui disent « j'y vais, mais je mets une telle prime de risque que bien évidemment, elle n'est pas entendable par un vendeur ». Donc ça, c'est ce que j'appellerais le marché du corpus, qui lui est un pan du marché qui, depuis octobre-novembre dernier, s'est quasiment arrêté. Vous avez le deuxième vitesse, où là, la deuxième est déjà enclenchée, voire même la troisième, c'est ce qu'on appelle le marché de la valeur ajoutée, un immeuble vide, où là, les corrections de prix ont déjà eu lieu, et là, pour autant qu'il soit bien situé, avec une compréhension du marché locatif, avec un mode de transport à proximité immédiate, une mixité urbaine, on a là une bonne demande et un marché qui est prêt à prendre des risques raisonnés, non plus sur des projections de loyer complètement irraisonnables en se disant tiens les arbres vont monter au ciel, mais des choses qui intègrent quand même l'économie réelle. Et puis la troisième vitesse qui est ce à quoi je faisais référence dans ce caractère défensif de l'immobilier, où là le marché cherche à protéger son argent et puis donc à prendre des positions extrêmement sécuritaires, quitte à avoir un rendement relativement modéré. Et là, on a un goulot d'étranglement. On a un goulot d'étranglement, il n'y a pas assez d'offres par rapport à la demande en ce moment. Et ce goulot d'étranglement, il est d'autant plus, mis en relief qu'en plus, on a un spread, comme vous le voyez sur ce slide, on a ces différentiels, ces primes de risque entre les bons du Trésor à 10 ans français qui sont à moins 0,3, moins 0,2% par rapport au taux prime de l'ordre de
2,75, 3%. On a donc 300 points de base. On n'a jamais vu un tel spread. Donc quand vous prenez manque d'offres sur le sécurisé plus le spread très important, on voit bien la conséquence de cette pression qu'il y a pour investir, mais également la pression qu'il y a sur les taux, qui ne sont pas prêts, comme on le voyait tout à l'heure, d'augmenter dans les 18 mois pour l'année 2021. Et je dirais même qu'ils sont en train de créer, là vous avez l'évolution des taux prime de toutes les classes d'actifs qui nous concernent, même celles sur la diversification, qui ne sont pas prêts d'augmenter. Et ça veut dire quoi? Moi j'appelle ça une sorte de ce tunnel de la sécurité. C'est-à-dire, vous avez un investisseur étranger qui vous appelle, il vous dit c'est quoi les taux? C'est simple, on est entre 2,5, 3,5, 3,75. On a ce tunnel, que ce soit le résidentiel, le retail, le bureau ou la logistique. Alors, on peut s'interroger de comment tout ceci pourrait rebondir un peu plus tard. Il est certain que dans ce tunnel, il faut, après c'est avoir raison tôt ou tard, c'est toujours le même sujet, peut-être prendre d'autres chemins de traverse pour aller créer et chercher un peu de valeur, parce que là ça contraint quand même, d'un point de vue purement technique, les rendements. Ce qui m'amène à terminer sur, là vous avez devant vous la carte du Grand Paris, avec également, on va dire, différents taux qui sont affectés. Pourquoi cette carte? Pourquoi cette carte du Grand Paris? Parce qu'on voit bien que même si on a un tunnel de la sécurité, on voit bien que tout l'intérêt du Grand Paris qui fait que vous avez certaines zones ici où maintenant vous avez des taux à 3,75, 4, 4,25%, je parle de la banlieue sud, proche banlieue sud, eh bien toutes ces zones-là, il y a 4-5 ans, c'était 5,5, 6, 6,5%, en dehors de toute considération du coût de l'argent et de l'OAT. Simplement la pression des capitaux pour aller à cet endroit-là, et maintenant aussi, on va dire, l'anticipation de l'intérêt de ces centres de transport, ligne 15, ligne 14, ligne 4, etc., ont bien fait en sorte que l'ensemble de l'equity se dit, il n'y a pas que Paris Intramuros, il y a aussi de manière pensée d'autres sites pour créer de la valeur plutôt que de se retrouver dans un tunnel de rendement. Voilà, j'en terminerai pour ne pas être trop long sur, finalement, si je devais généraliser pour 2021, de dire que le marché sera quand même encore contraint, à la fois parce que même s'il y a eu beaucoup de disponibilité de capital pour investir, il y en a quand même un peu moins. Petit 2, il y a quand même une contrainte ou un manque d'offres sur un segment de produits très recherché. La diversification, c'est bien, mais aussi la granularité de certains de ces marchés. Je pense notamment au résidentiel. Et puis, bien évidemment, comme je le disais, il y a eu un coup de canon en octobre-novembre dernier. Ce coup de canon de l'économie réelle fait que les investisseurs maintenant intègrent beaucoup plus. Quoi? Bien évidemment, où va le PIB, où va le taux de chômage, etc., etc. Et donc, fort de cela, un premier semestre 2021 plutôt contraint en investissement, avec une dynamique meilleure sur la deuxième partie de l'année. Merci Nicolas pour cette présentation très instructive, effectivement qui permet de mettre en perspective un certain nombre d'éléments sur ce contexte bien particulier. Moi je retiendrai 3 éléments que je trouve intéressants. Le premier, c'est cet attentisme, cette prudence générale qu'on peut constater sur le marché, au niveau locatif, bien sûr, ainsi qu'au niveau de l'investissement. Après, au niveau de l'investissement, c'est vrai que c'est assez modéré, finalement, parce qu'on se rend compte qu'en termes d'investissement de volume, on est au-dessus de la moyenne décennale. Et tout ça, c'est bien sûr alimenté par un intérêt qui reste marqué pour l'immobilier en termes de classe d'actifs, et également, on le sait, une abondance de liquidités qui reste prête à s'investir dans le marché de manière générale. L'autre élément, c'est cette tendance, cet accroissement de besoin de diversification au sein des investisseurs sur les différentes classes d'actifs, et effectivement avec une montée en régime des classes d'actifs dites alternatives. Tu mentionnais les data centers, le résidentiel. Et je pense que c'est une tendance de fond qui est intéressante. On l'a vu effectivement au niveau des investisseurs européens qui sont déjà beaucoup plus sensibilisés à ces classes d'actifs alternatives, et avec une montée en régime qu'on peut attendre au niveau du marché français. Et enfin, ce repricing de marché qui effectivement intègre de façon, je pense, plus cohérente, en l'occurrence, une prime de risque en fonction, ou une prime de rendement par rapport au risque intrinsèque des stratégies immobilières, notamment un rééquilibrage entre les prix value add versus core. Donc ça me semble être des tendances intéressantes. Après, pour revenir
à la thématique de ce webinaire, et donc le marché immobilier français, une nouvelle donne. Je pense qu'avant tout, il s'agit de distinguer les éléments conjoncturels que l'on peut constater dans le contexte du marché actuel des éléments structurels. Donc, dans les éléments conjoncturels, évidemment, on constate aujourd'hui un impact sans précédent sur l'économie française du fait de cette crise, donc tant en termes de PIB, de taux de chômage, et puis également d'impact sur la trésorerie des entreprises. Et donc à ce titre, pour l'instant, finalement, on se rend compte que l'impact reste relativement modéré. Et on le sait, bien sûr, grâce à une intervention massive de l'État français, au travers d'un certain nombre de dispositifs, les prêts garantis par l'État, le fonds de solidarité, les exonérations de charges partielles ou totales, le chômage partiel. Tout ça, effectivement, permet de servir d'amortisseur, et notamment par rapport aux besoins de trésorerie des entreprises. Donc, effectivement, on le constate si on regarde, par exemple, les défaillances d'entreprises. Finalement, on a une baisse des défaillances d'entreprises sur l'année 2020 par rapport à 2019, une baisse de l'ordre de 40%, ce qui nous permet d'être au plus bas depuis plus de 30 ans. Ça paraît effectivement incroyable, mais qui montre bien la cohérence et la pertinence de ce programme d'aide massif de l'État. Après, il faut pas se voiler la face, hein, bien sûr. On va au-devant de plus de défaillances d'entreprises. Néanmoins, on peut se rassurer et se conforter sur le fait que ces programmes qui sont mis en place au niveau de l'État et bien sûr soutenus au niveau de la BCE par une injection massive de liquidités permet d'aider les entreprises à traverser cette période compliquée, même si encore une fois, il y aura des dégâts, il faut pas se voiler la face. Donc de notre côté, au niveau d'Offipier, ça veut dire que voilà, il y a un risque sur les locataires, sur les secteurs, de manière encore une fois conjoncturelle, que l'on va regarder avec attention. Et donc c'est un élément qu'on regarde tant au niveau des acquisitions, de façon à avoir plus de diversification au niveau locatif, et notamment par rapport aux secteurs d'activité qui peuvent être plus touchés en ce moment, mais également dans le cadre de la gestion au niveau du renouvellement, de la renégociation de baux. Donc ça, c'est un premier élément conjoncturel. Le deuxième, Nicolas l'a mentionné, c'est effectivement au niveau des investissements cross-border entre pays, donc de façon assez mécanique, hein, pour des raisons logistiques, on a moins d'investissements entre pays. Donc effectivement, un recul des investissements étrangers en France, notamment on l'a vu effectivement au niveau des investisseurs asiatiques, hein, c'est clair que après des périodes, des années avec une recrudescence des investisseurs asiatiques, on a vu un arrêt quasi total sur l'année 2020. Après, fondamentalement, on ne voit pas de raison pour laquelle ça ne redémarrerait pas une fois la crise sanitaire et les contraintes de déplacement derrière nous. Il y a d'autres éléments conjoncturels qu'on peut noter dans le contexte actuel. Évidemment, l'hôtellerie en termes de classe d'actifs, très touchée en termes d'investissement. Je dirais de la même façon, l'hôtellerie reste une classe d'actifs à part entière. L'intérêt de déplacement, de voyage, etc., même si on peut imaginer que ce sera différent, on pourra imaginer l'hôtellerie repartir de façon progressive, comme je disais, probablement de façon différente, parce qu'effectivement, on sait que toute la classe hôtellerie d'affaires va sûrement évoluer avec l'augmentation des vidéoconférences, mais néanmoins un besoin qui restera constant. Donc en fait, quand on parle d'immobilier, je pense que ce qui est vraiment intéressant et important, c'est de s'attacher aux éléments plus long terme. On investit dans la durée et donc regarder les éléments structurels dans l'investissement et dans les tendances au niveau de l'immobilier. Et à ce titre, finalement, quand on regarde l'impact de la crise, c'est plus un impact en termes d'accélération d'un certain nombre de tendances qu'on avait déjà observées qu'autre chose. Donc, pour répondre peut-être à la question de la nouvelle donne, finalement,
pas tant que ça, puisqu'on est plus effectivement dans cette accélération. Et cette accélération de tendance, les tendances que l'on peut mentionner, la première qui me vient à l'esprit, c'est cet attachement, cette prise de conscience encore plus marquée sur l'importance des critères ESG, l'ISR, et ça, j'avoue que je m'en réjouis. Il était temps, mais effectivement maintenant on voit une vraie reconnaissance de ces critères et à tous les niveaux. Donc au niveau des investisseurs, on commençait déjà à voir cette préoccupation grandissante. Mais je pense que ce qui est intéressant, c'est de voir aussi qu'au niveau des locataires, dans un schéma où on va revenir à une importance de la qualité de vie au travail, un besoin de séduction quelque part des salariés pour les faire revenir au bureau, tout cela s'inscrit aussi dans une démarche ESG où le bureau, l'immeuble de bureau, a vocation à être porteur de valeur, de sens pour les salariés. Et donc tous ces programmes qui correspondent, qui intègrent ces critères ESG, environnementaux, sociaux et de gouvernance, s'inscrivent pleinement dans cette démarche quelque part d'intégration des besoins et du bien-être des salariés. De la même façon, au niveau des investisseurs, on va regarder de plus en plus ces éléments. Et nous, au niveau d'Offipière, on s'inscrit pleinement dans cette démarche. Avec, sur l'année 2020, par exemple, on a accéléré notre programme de labellisation de nos actifs immobiliers en BREEAM In-Use. En l'occurrence, on a également consolidé nos grilles d'analyse, tant à l'acquisition qu'en gestion, de façon à mettre en place des vrais programmes d'action sur nos actifs immobiliers pour s'inscrire dans cette logique de démarche vertueuse. Et un élément qui est aussi important dans la partie, quand on parle de ESG, c'est la localisation, parce qu'effectivement, la qualité de la localisation s'inscrit pleinement, notamment dans les critères environnementaux, avec les accès aux transports en commun, mais également sociétal, parce qu'effectivement, que ce soit le bureau, mais également les autres classes d'actifs, on va de plus en plus faire attention à l'environnement, et notamment les services à proximité, d'où l'intérêt de la centralité, l'intérêt de la qualité de la localisation. Et nous, on estime que cette importance plus marquée des critères ESG, au niveau d'Offipière, mais également du groupe Offi, on est très bien positionné parce que effectivement, le groupe Offi était pionnier dans toute la gestion ISR, et donc on va continuer à s'inscrire dans cette dynamique également au niveau d'Offipière. Le deuxième élément qui me semble intéressant, c'est que de plus en plus on rentre dans un monde de flexibilité. Donc la flexibilité à tous les niveaux, au niveau locataire, investisseur. Si on prend les locataires, effectivement on parle de la flexibilité de l'espace de travail, donc la modularité, le besoin de pouvoir ajuster son espace de travail en fonction des projets, mais également la flexibilité sur l'engagement locatif des locataires. Donc on constate déjà des négociations qui sont, même dans le cadre de baux normaux, avec plus de flexibilité, que ce soit au niveau des breaks ou les facultés pour les locataires d'avoir des fenêtres de sortie ou d'occupation partielle au total d'immeubles. On peut parler aussi du coworking, bien sûr. Alors le coworking, comme on l'a vu avec Nicolas, effectivement a souffert au niveau locatif en 2020. Néanmoins, mais ça, encore une fois, pour des raisons sanitaires assez logiques, mais néanmoins, le coworking s'inscrit pleinement dans cette démarche et cette recherche de flexibilité des locataires. Donc je suis convaincu qu'on verra de plus en plus de coworking de manière plus généralisée, qui viendra correspondre aux besoins aussi de locataires de façon complémentaire à des immeubles de bureaux classiques.
Donc nous, on intègre ces éléments de flexibilité également au cœur de nos actions en tant qu'investisseurs. De la même manière que les locataires sont à la recherche de plus de flexibilité, on va évidemment intégrer ces critères au moment de l'acquisition. On parle aussi beaucoup de la réversibilité des actifs, réversibilité, bureau, résidentiel, logistique, bureau. Et effectivement, on est dans un monde où finalement l'immobilier n'est plus immobile, n'est pas immobile clairement, avec ce besoin de s'inscrire dans une logique hybride plus flexible. On parle beaucoup du figital, c'était une notion qu'on avait mise en place au niveau plus pour les commerces au départ. Finalement ce figital, donc ce mix entre physique et digital va se retrouver également au cœur de l'immobilier de bureau, de l'immobilier résidentiel, de la logistique. Donc on est dans un monde hybride où encore la flexibilité va être importante et donc à nous, investisseurs, d'accompagner ce mouvement. Le troisième point qui me semble intéressant, c'est la diversification. On l'a déjà mentionné effectivement avec une montée en régime des classes alternatives et c'est quelque chose qui compte beaucoup pour nous. Et au-delà des activités traditionnelles dans lesquelles, au niveau d'Offipière, on était impliqué, à savoir le bureau et les parcs d'activités, on regarde de très près tout ce qui est résidentiel et santé, où effectivement on pense que ce type d'actifs vont être de plus en plus reconnus et intégrés dans des allocations immobilières. Tout ça nécessite une montée au régime ou une accélération aussi de l'asset management qui est en immobilier. Donc c'est quelque chose qu'on a consolidé également au cours de l'année 2020, de façon à atteindre plus de proximité avec nos locataires, avec nos actifs, et de façon à pouvoir anticiper sur notamment les attentes de nos locataires et finalement on estime que l'année 2020 s'est plutôt bien passé pour nous, que sur notre patrimoine existant, tant au niveau des valeurs en termes d'expertise qu'au niveau du taux de recouvrement, où en gros on a eu besoin d'accompagner certains locataires, mais au final on se retrouve avec un taux de recouvrement d'environ 95% sur notre patrimoine. Donc je pense que l'année 2021 va être effectivement intéressante, non pas sans challenge, bien évidemment, mais en considérant notre positionnement Offipière, de par notre agilité en tant que structure entrepreneuriale et en même temps un adossement au niveau du groupe Offi et dans cette logique de démarche ESG qui est extrêmement importante pour nous. Je pense qu'on est bien positionné pour saisir les opportunités de développement, continuer à optimiser, à valoriser notre patrimoine existant. Et donc voilà, dans un mode attentif, on sera à l'affût du marché qui, encore une fois, je pense, sera assez intéressant. Je ne sais pas, de ton côté, Nicolas, ce que tu penses de ce marché et de 2021. Écoute, moi, on est en accord avec votre vision, tout ce que tu viens de développer, qui est un angle complémentaire à notre vision, nous, chez CBRE. Alors, je remercie de nous avoir permis de partager ce que nous voyons, comment nous nous projetons sur 2021. Et puis, tu peux venir intervenir chez CBRE quand tu veux. Ce sera avec plaisir. Échange de bons procédés. Merci. Merci Nicolas, encore une fois pour ta participation. Et puis je vous remercie toutes et tous pour votre participation à ce webinaire. Et puis évidemment, je suis à votre disposition. Offipière est à votre disposition pour continuer à échanger sur de nombreux sujets immobiliers. Merci, à bientôt.